bonjour. Donc, on est infirmière à Châlons, donc on travaille avec Philippe Dubault. Donc, on va vous présenter succinctement, enfin vraiment très globalement, comment se passe la formation pré-dialyse chez nous. C'est assez fort, c'est bon. Donc, nous, comment ça marche? Donc, c'est dans le cadre du RNB. On fait ça une fois par mois, donc sauf juillet-août, et on a environ 10 séances par an. Donc, il y a une infirmière de néphrologie, une infirmière d'hémodialyse et une diététicienne. On n'a pas de psychologue comme à Bourg. Donc, ça dure environ 1h30 par séance de groupe. On a à peu près 5-6 patients avec leur famille. L'entretien individuel dure 1 heure environ, donc ça se passe un mois après, on vous présentera après. Les patients sont adressés par leur néphrologue et ils peuvent venir donc accompagnés de leur famille qui veulent. Donc la séance de groupe, donc, on présente globalement les principales fonctions du rein, que ce soit assez simple pour eux. Donc l'insuffisance rénale chronique, l'ADP, l'hémodialyse, donc la transplantation rénale et la diététique. Donc après, la diététique, c'est la diététicienne qui va présenter, c'est pas nous qui en parlons. Alors on présente le PowerPoint, on répond aux questions des gens, on leur remet des supports explicatifs qui résument un petit peu ce qu'on leur a expliqué, et puis on les convoque pour l'entretien individuel un mois plus tard. Donc c'est après. Puis en bas. Donc l'entretien individuel a lieu à peu près un mois après. Donc le patient peut revenir accompagné avec son conjoint ou quelqu'un de sa famille. Donc dans un premier temps, on va échanger avec eux sur le ressenti autour de l'atelier de groupe, s'ils ont de nouvelles questions. On va leur demander s'ils ont fait un choix quant à la méthode de dialyse, enfin de suppléance. Et puis ensuite, on leur propose soit une démonstration du matériel de DP s'ils ont choisi cette méthode, ou la visite du service d'hémodialyse, ou les deux s'ils sont indécis et s'ils ont encore besoin de renseignements complémentaires. Ensuite, donc, on met à jour une fiche de synthèse. Les documents sont classés dans le dossier médical pour que le néphrologue puisse avoir accès à tout ce qui s'est dit et au choix du patient lors de la prochaine consultation néphrologique. Et donc, les transmissions sont données au réseau néphrologique de Bourgogne pour les statistiques. Et puis, certains patients peuvent être orientés. On a un atelier greffe plus spécifique. Donc, les patients concernés sont orientés sur cet atelier. Voilà. Alors, très succinctement, des petits chiffres. Donc, en 2016, il y a 42 personnes qui ont bénéficié de l'information pré-dialyse. 17 ont choisi l'ADP, c'était un vrai choix. Il y en a 9 donc, qui ont commencé le traitement. Sur ces 9, 2 sont passés en hémodialyse suite à des problèmes de cathéter. Et il y en a 8 qui n'ont encore pas commencé le traitement. Et en parallèle, donc à ces patients qui ont suivi l'information pré-dialyse, il y a 14 patients qui ont été orientés en DP sans avoir pu bénéficier de l'information pré-dialyse. Donc pour diverses raisons. Souvent des patients qui arrivaient en urgence ou qui n'étaient pas suivis du tout auparavant. Eh bien, merci. Donc, on va passer à la suite. Donc, comme vous le voyez sur les chiffres qu'on vous a donnés, alors nous, on n'a pas eu le temps de faire des beaux tableaux comme Glachant a pu le faire. Jean-Claude étant pré-retraité, moi pas du tout. J'ai pas eu le temps du tout de faire des chiffres. Hein. Donc merci de les avoir faits, c'est très bien parce qu'en fait on a un petit peu, vous verrez, bon finalement on a tout petit peu la même chose, hein, dans le sens où on voit à peu près le même nombre de patients, hein, même si nous on n'a pas une ETP spécifique pour l'information pré-dialyse, mais c'est une ETP donc du réseau néphrologique bourguignon qui pourrait devenir Bourgogne-Franche-Comté bien sûr, puisqu'on a vu 46 patients l'an dernier, ce qui correspond à peu près à ce que tu vois toi aussi. Donc on sait très bien qu'on ne voit pas tous les patients, c'est clair. On a encore aussi, bien sûr des patients qui arrivent en urgence. On a des patients qui ne veulent pas venir ou qu'on inscrit et qui ne viennent pas pour diverses raisons.
Une des raisons, et ça je pense qu'il faut que vous le sachiez, Monsieur Leboub, c'est que quand on a, donc on vous a expliqué qu'on voyait des patients à Montceau-les-Mines, quand on a des patients qui habitent à Montceau-les-Mines ou plus loin que Montceau-les-Mines, entre Montceau-les-Mines et Paray-le-Monial, qui ont 3/4 d'heure de route à faire, qui ont 85 ans et qui ne conduisent pas, qui n'ont pas de famille, le taxi n'est pas remboursé. Donc ils nous disent carrément, bah, écoutez docteur, je suis désolé, mais je ne viendrai pas à votre réunion parce que je ne serai pas remboursé de mes frais de transport. Ça, c'était une demande qu'on avait faite à l'ARS il y a déjà 3 ou 4 ans, si je ne m'abuse, hein, Jean-Simon, où bah, malheureusement, il n'y avait pas les crédits pour ça. Mais je pense que, bon, encore une fois, c'est une petite chose, c'est une petite avancée, mais vous savez qu'on a une population très âgée, qui est parfois très éloignée, et ça reste un des facteurs. Voilà. Alors, si tu veux, je veux bien, merci. Donc, effectivement, vous venez de voir un effet centre, en quelque sorte, parce que si on regarde les chiffres bruts, on est, suite à l'ETP, hein, à 40% de patients qui font le choix en DP de première intention, donc c'est énorme. Et en plus, on a 14 patients qu'on oriente directement en DP pour des raisons X ou Y, donc ça veut dire qu'on est très largement au-dessus de 50%. Bon, malgré tout, ça ne reflète absolument pas la réalité, puisqu'en réelle prévalence, on est à peu près aux alentours de 35% à Chalon-sur-Saône, et en incidence, pardon, et en prévalence, on baisse un peu après, on baisse très vite, et on est aux alentours de 20%. Mais on est quand même pas mal. Bon. Mais c'est certainement un effet centre très particulier. Je pense qu'il y a des moyens insuffisants. Hein. Comme vous ont dit les infirmières, elles font une information par mois. Et pas en juillet, pas en août, parce qu'effectivement, les gens ont le droit de prendre leurs vacances. Et ça, c'est insuffisant, parce qu'il faudrait faire certainement beaucoup plus d'entretiens, et je le dirai après, certainement plus d'entretiens individuels comme tu le fais. Voilà. Tout ce que je vais vous dire ensuite, c'est une réflexion très personnelle, ça n'engage que moi. Hein. Là, je n'engagerai pas le reste du service, ni mes collègues, ni les infirmières. Malgré tout, je pense que c'est un peu important de dire certaines choses sans cacher un petit peu la vérité. Je vais aller complètement dans le sens de Jean-Claude. On peut passer à la suivante. Voilà, l'information pré-dialyse pour tous doit rester le pilier, hein, on est bien d'accord, mais est-ce que tous les patients doivent l'avoir ? On a parlé tout à l'heure de démocratie, c'est parfait, c'est très bien la démocratie. On sait aussi que ça peut parfois amener à des catastrophes quand on a des choses un petit peu réactionnelles. Donc déjà, là-dessus, est-ce que vraiment il faut que tous les patients aient l'information pré-dialyse ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'entendre l'information pré-dialyse ? Est-ce qu'il y a des familles qui sont capables d'entendre l'information pré-dialyse ? On sait très bien qu'il y a des gens qui arrivent à l'information pré-dialyse. De toute façon, ils savent déjà ce qu'ils veulent et ils savent surtout ce dont ils ne veulent pas. Voilà. Et bon, donc là, il y a peut-être un petit peu des limites. Hein. Encore une fois, cette méthode, elle a été au départ inventée, entre guillemets, pour essayer de promouvoir la dialyse à domicile et essayer de promouvoir la dialyse péritonéale. Elle a été beaucoup soutenue par certains laboratoires pharmaceutiques, venant d'outre-Atlantique en particulier, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir avoir beaucoup plus de clients. Bon, finalement, est-ce qu'on est sûr que ça marche ? Parce que vous avez vu les chiffres que vous avez présentés Sophie tout à l'heure. En nombre de patients, on a augmenté en DP, en Bourgogne et en Franche-Comté, mais en pourcentage, ça n'a pas bougé. En prévalence, on a plus de patients, donc on est bien d'accord, puisque en nombre, voilà. Mais en pourcentage par rapport aux autres techniques, eh ben on ne bouge pas, on ne fait pas mieux. Nous, ça fait quoi ? 15 ans qu'on fait de l'information pré-dialyse, hein, à peu près. Je vais vous dire, je n'ai pas fait les chiffres, un de ces jours je les ferai parce que franchement c'est très intéressant. On avait 30 patients en DP il y a 15 ans.
Quand on a commencé à faire l'information pré-dialyse, on est tombé en 3 ans à 17% de patients. Voilà. Et maintenant, on est remonté, il y aura 17 patients, excusez-moi, et là, on est remonté à un peu plus de 30. Voilà. Mais c'est pas, comme l'a dit Jean-Claude, c'est pas l'information pré-dialyse qui nous a permis d'augmenter notre nombre de patients. On va passer pour voir la suivante. On va essayer d'aller assez vite pour pas vous empêcher de manger. Voilà. Moi, j'ai des constats et des réflexions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'information pré-dialyse soit une façon de se défausser de l'information qu'on se doit de donner aux patients en consultation néphrologique et en entretien individuel. C'est-à-dire que c'est trop facile, vous allez arriver en dialyse, allez voir les infirmières, elles vont vous expliquer. Bon, ça me semble absolument pas une bonne idée. Il faut vraiment arriver à créer des réelles conditions d'éclairage. On a parlé d'éclairage tout à l'heure, on en riait un petit peu avec Didier. Quel éclairage? Mais justement, c'est là le problème. Comment il faut faire cet éclairage? Comment arriver à le construire pour arriver à donner une information qui soit parfaitement objective et qui permette d'avancer? Ça, c'est extrêmement important. On en a parlé aussi tout à l'heure. Les professionnels de santé libéraux, que ce soit les infirmières et surtout les médecins généralistes, on se doit de continuer ou de commencer, parce que certains n'ont pas l'information, de donner l'information sur la dialyse à domicile. L'hémodialyse quotidienne, l'hémodialyse à domicile, la dialyse péritonéale. Combien de patients arrivent en nous disant « de toute façon, j'ai demandé à mon médecin, il m'a dit que c'était pas bien ». Ah ouais, d'accord. Bon, là, c'est pas la peine. Hein. Vous pouvez faire toutes les informations pré-dialyse du monde que vous voudrez, ça ne servira à rien. Et s'ils ont demandé à leur infirmière, vous savez, celle qui vient tous les 15 jours leur faire l'INR, et qui leur dit « vous savez, moi j'avais des patients, hein, ils avaient tous des infections tout le temps, ils étaient tout le temps à l'hôpital, c'était raté. » Et bien là, c'est pareil. Ça ne sert à rien. Donc, là aussi, il y a des choses à faire. Et puis alors, j'ai dit tordre le cou aux fake news colportées par les non-professionnels. Je pense que vous avez tous compris de qui je veux parler. Hein, ce sont les chauffeurs de taxi. Non, c'est pas vrai. Bon, voilà. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, Jean-Claude a dit la même chose. Donc finalement, on avait dit, faut pas qu'on soit redondant, mais on va être finalement un peu redondant. Mais c'est important. Il y a encore des néphrologues, aujourd'hui, en 2017, qui pensent que la dialyse péritonéale n'est pas une bonne méthode de dialyse. Et qui sont capables de le dire à leurs patients. Donc ça ne sert à rien de faire aussi de l'information pré-dialyse si ça a été dynamité auparavant. C'est clair? Alors, je mets le paradoxe du paternalisme. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'effectivement, avant, pourquoi on faisait beaucoup de dialyse péritonéale? Parce que la plupart des néphrologues de l'équipe étaient convaincus que la dialyse péritonéale était une bonne méthode. Donc, le pouvoir, effectivement, c'est pas bien ça, hein. Le pouvoir médical était là pour orienter le patient. Donc, c'est pas de la démocratie, c'est du paternalisme, je suis d'accord. Mais si, à l'inverse, le médecin dynamite la dialyse péritonéale, c'est pas mieux non plus. Donc, je ne dis pas qu'il faut revenir au paternalisme, mais peut-être que parfois, il faut essayer de faire un mix des deux. Voilà. Et désolé, monsieur Leboum, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire une petite... voilà, un petit truc sur la lettre au Père Noël du PRS, parce que je trouve que dans l'absolu, tout ce que vous avez dit, que j'avais déjà lu avant dans le gros pavé du PRS, où il y a quelques pages seulement sur l'insuffisance rénale chronique, comme sur toutes les spécialités, vous avez des bonnes intentions. On est bien d'accord, mais ça fait un tout petit peu une liste et une lettre au Père Noël. On va passer à la suite. Parce qu'en fait, voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment? On veut à la fois
avoir un choix libre mais éclairé du patient. On vient de voir que finalement, ça ne marche pas. On nous dit qu'il faut privilégier le domicile. Ok, mais en même temps, il faut faire des économies. Donc comme vous l'a dit Jean-Claude, nous on a le même problème. On n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez d'infirmières. L'éducation thérapeutique, alors nous on a beaucoup plus de chance que toi, parce que chaque programme d'éducation thérapeutique du RNB nous rapporte 250 €. C'est royal. Hein? Avec ça, on arrive à payer le docteur, l'infirmière, la psychologue, la diététicienne, le directeur de l'hôpital, le chauffage, l'électricité, enfin, etc. Voilà. Bon, c'est parfait. Mais voilà, on est là encore devant des injonctions entre guillemets paradoxales. Il faut faire des économies, il faut travailler plus, mais en dépensant moins. Donc, je ne sais pas si ça peut fonctionner comme ça. Alors, si on veut se donner un petit peu des moyens, il faut arriver à faire des consultations médicales plus longues. Alors, je dis ça, mais en même temps, moi, je les écourte, parce que j'ai un délai d'attente de 6 mois. Enfin, quand je dis j'ai, c'est parce que je suis là, mais dans le service, si vous voulez une première consultation néphrologique à Chalon-sur-Saône, il faut attendre 6 mois. Donc s'il faut qu'on passe 1 heure avec chaque patient, ça va faire 1 an d'attente. Hein, donc c'est pas possible. Mais il faudrait pouvoir prendre plus de temps avec le patient. Je pense qu'il faudrait qu'on ait des entretiens individualisés qui durent un petit peu plus longtemps. On n'a pas, comme vous ont dit les infirmières, on n'a pas de psychologue. Ça nous manque énormément. Alors, on a la volonté de mettre en place l'infirmière d'annonce. Vous savez que dans certaines régions, ils sont en expérimentation sur l'infirmière d'annonce. Nous, on voudrait bien le mettre en place. On voudrait bien avoir une psychologue, une infirmière, un médecin pour faire l'annonce de la maladie néphrologique, pour commencer là aussi à faire la formation pré-dialyse. Mais malheureusement, il faut des moyens. Et notre hôpital n'a pas les moyens de nous rémunérer une infirmière d'annonce. Voilà. Petit message en passant aussi. Et puis, est-ce qu'il ne faut pas passer, comme le font certains hôpitaux, par une sorte de RCP, c'est-à-dire que tout patient qui arrive au stade 5 ou même avant au stade 4 de l'hémodialyse, il passe dans une réunion où il y a justement cette infirmière d'annonce, la psychologue, le néphrologue traitant et les autres néphrologues pour voir si ce patient pourrait peut-être bénéficier d'une hémodialyse autonome. La suivante, et puis on va s'arrêter là. Mais ça, c'est à quel prix? C'est ce que je viens de dire. Hein. Je mélange un petit peu tout, mais c'est vrai. Mais je suis désolé de le dire, mais sans financement, pas de salut. Voilà. On a des bonnes volontés, on est prêt à travailler, les infirmières sont prêtes à travailler. La preuve, c'est qu'elles sont venues aujourd'hui, elles ont préparé le diaporama largement au-delà de leurs heures de travail. Tout le monde est prêt à travailler, tout le monde est prêt à s'investir, mais malheureusement, il y a un moment, on ne peut plus. Hein. Les fameuses 40 heures pour l'éducation thérapeutique, quasiment, il faut qu'on forme 2 infirmières dans le service chaque année, si ce n'est pas 3, parce que ça tourne et qu'elles ne sont pas toujours là. Voilà. Hein. Donc, les hôpitaux, ils sont un petit peu pris à la gorge. Est-ce qu'il ne faudrait pas alors dire certaines associations, alors j'ai mis scène, hein, vu ce qu'on voit sortir dans le Canard enchaîné, sur Rénalo, etc. Bon, il y a des associations, on va dire qu'elles ont plein d'argent et elles vont pouvoir faire plein de choses. Je ne suis pas sûr que Santélis, enfin j'ose espérer en tout cas, soit dans ce cas. Est-ce que Santélis aurait l'opportunité de nous aider dans ce genre de choses? Est-ce qu'il faut continuer à faire l'information pré-dialyse uniquement dans les hôpitaux, puisque dans les hôpitaux, on n'a plus les moyens de le faire? Voilà. Et puis, c'est très à la mode, vous en avez parlé aussi, comment intégrer tout ça dans le parcours du patient insuffisant rénal chronique, quelle est la place de l'information pré-dialyse dans ce parcours? Et ça, on en est au balbutiement. Voilà. Bon, la conclusion, c'est très rapide, hein, c'est la même chose que ce que je vous ai dit. Il faut cibler les patients, il faut être inventif, vous l'avez dit, Monsieur Leboub, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut qu'on
qu'on trouve d'autres idées, d'autres moyens. Il faut se donner les moyens de ses ambitions sans avoir d'ambition irréaliste. Et puis, prendre conscience que la tâche à venir est énorme parce qu'on va continuer à augmenter le nombre de patients incidents, donc le nombre de patients prévalents, et on a beaucoup de travail. Merci.